Madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum pour parler décentralisation. La décentralisation qui est au cœur des mouvements des réformes institutionnelles et de démocratisation qui est en cours depuis une vingtaine d'années sur le continent africain, dans la mesure où elle conditionne, on va dire, à la fois la bonne relance du développement local et constitue un levier pour la lutte contre la pauvreté, le bon rapprochement des services publics auprès des citoyens ainsi que celui de l'État des citoyens. Mais il permet aussi de répondre de manière efficace et efficiente aux besoins multiples, pluriels et croissants des populations. Processus de décentralisation, enjeux, moyens et conditions. 3 invités au plateau. Je vous les présente. Je commence par Pascal-Édouard Bouvet. Monsieur Bouvet, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Un plaisir. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement, IJD. Vous claironnez de décentralisation depuis un certain moment au Togo. On complète votre présentation et la question va suivre. Vous êtes le directeur général de l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement, IFED, et expert en entrepreneuriat et politique de développement. Alors, comme je le disais tantôt, vous parlez de décentralisation avec insistance depuis un certain temps. Pourquoi subitement vous êtes devenu le chantre, on va dire, de la décentralisation? Oui, d'abord merci. Vous savez, nous constatons une limite au niveau du pouvoir, au niveau de la gestion centralisée. C'est-à-dire qu'au niveau du pouvoir central, on n'arrive pas à répondre de manière efficace aux besoins de la population. Donc, l'État a jugé bon d'aller vers la décentralisation en donnant la possibilité aux citoyens de s'organiser pour pouvoir réfléchir et apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, à travers une représentation locale. Donc, nous pensons que face à cette limite-là, il est important qu'on puisse vraiment amener les décideurs à accélérer le processus pour que, d'une part et d'autre part, il faudrait que les citoyens qui sont concernés par la question puissent comprendre le bien fondé de ce qu'on veut faire pour pouvoir bénéficier des avantages de ce processus-là. Donc, vous avez saisi au bon la balle gouvernementale. On va y revenir tantôt. Je continue mes présentations. Avec nous également, juste à ma droite, Monsieur Jean Nyansingbe. Monsieur Nyansingbe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Monsieur Jean Nyansingbe est ambassadeur de la décentralisation, enseignant d'histoire-géographie au Togo. Ambassadeur nommé par qui et pourquoi? Ambassadeur de la décentralisation nommé par l'ONG IJD suite à une formation que nous avons eue au niveau de l'IFED, et ambassadeur pour pouvoir relayer efficacement sur le terrain les objectifs que sous-tend la décentralisation que prône le gouvernement. Les ambassadeurs pour apporter au niveau de la population au fin fond de notre pays les bases, les fondements de la décentralisation. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps de présenter notre dernier invité, le professeur Perkoumawala. Bonjour. Bonjour, Boko. Professeur Perkoumawala, vous êtes le coordonnateur de Flambeau Citoyen, une association, un regroupement de la société civile. Hein. Tout à fait, c'est un regroupement de mouvements de jeunes qui travaillent pour l'effectivité du contrôle citoyen sur les actions du gouvernement et les actions des acteurs politiques. Donc la question de la décentralisation est au cœur de nos sujets de réflexion et de travail. Le professeur Perkoumawala est écologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Vous avez des pieds en politique également, puisque vous êtes le secrétaire national de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, un parti d'opposition, parti membre de la coalition. De la coalition des 14 partis. Et vous savez que les questions électorales, les questions d'élections locales sont aussi au cœur des revendications en cours dans le pays. Et donc, nous essayons de mettre en musique tous ces éléments pour que le citoyen soit de plus en plus éveillé sur ces questions. Mais dans sa conception originelle, la décentralisation est une réforme, comme je disais tantôt, qui passe par le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Alors, vous, quelle compréhension avez-vous de la décentralisation? Quelle est votre vision de la décentralisation? Pour sortir des concepts théoriques et nous faire comprendre par les téléspectateurs, la décentralisation, c'est l'État qui donne une partie de ses prérogatives en termes de gouvernance
à des échelles beaucoup plus inférieures. Si je prends le cas du Togo, c'est-à-dire que l'État togolais dit du haut de Lomé, je ne peux pas gérer de façon efficace tout le pays. Alors, je transfère certains pouvoirs, compétences à des échelons beaucoup inférieurs. Et dans la constitution togolaise, il y a des dispositions reprises dans la loi. Il s'agit de la région, de la préfecture et de la plus petite entité qui est la commune. Et vous savez que la nouvelle loi qui a été votée tout récemment crée des communes à partir de regroupements de cantons. Il y a au Togo 116 communes au total 116, dans la nouvelle loi sur la décentralisation. Effectivement. Contrairement à la précédente loi qui avait fait de chaque canton une commune, ce qui conduisait à avoir plus de 380 communes, ce qui devait être très difficile à gérer. Et donc, il y a ce transfert de pouvoir, ce transfert de compétences pour amener les populations locales à prendre en main leur développement. Mais doit-on parler de transfert ou que l'État donne un pouvoir? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une rétrocession? Donner ou transférer, c'est comme si le pouvoir était l'apanage de ceux qui gouvernent. Vous savez, dans la gouvernance des États, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle de la centralisation, c'est-à-dire que la gestion de tout le pays est centralisée au niveau du pouvoir central. Et là, on s'est rendu compte que ce modèle de développement, de gestion des entités territoriales, n'est pas très efficace en ce sens que parfois l'État est débordé par les différents problèmes, la distance qui sépare le citoyen du gouvernant est telle que parfois il y a beaucoup de citoyens qui sont mis à l'écart par rapport à leurs besoins vitaux. Et donc il y a ce modèle de décentralisation qui permet de faire quoi? De faire en sorte que la gestion publique ne soit pas totalement centralisée dans les mains des dirigeants, mais qu'on ait au niveau des échelons beaucoup plus inférieurs des structures qu'on appelle des structures décentralisées qui gèrent au quotidien le développement au niveau local. Et donc, pour compléter ce que je disais, il ne suffit pas seulement de dire on a transféré du pouvoir ou on a transféré des compétences. Quand on parle de transfert de compétences, c'est des domaines dans lesquels les entités décentralisées peuvent mener des actions en matière de gouvernance. Mais il y a aussi le transfert des ressources. Parce que si vous faites le transfert du pouvoir et des compétences sans transférer des ressources, ça veut dire que vous ne contribuez pas suffisamment à ce que les populations locales ou les entités locales puissent se prendre en charge. Étant donné que quand l'État transfère, il se décharge de certaines actions, de certaines activités. Donc, les ressources qu'il devait utiliser, si on était dans un cas centralisé, doivent être normalement transférées aussi pour permettre aux gouvernements locaux de pouvoir subvenir aux besoins du développement local. Monsieur Agbové, est-ce que vous retrouvez dans cette vision de la décentralisation? C'est comme ça que vous comprenez aussi le processus? Oui, effectivement, vous savez, le pays, il y a nous allons assister finalement à deux systèmes d'administration. Il y a l'administration territoriale déconcentrée, c'est-à-dire qui est gérée par d'abord l'État, donc, et dans ce cas-là, nous parlerons des circonscriptions administratives, c'est-à-dire les régions, les préfectures, les cantons et les villages. Les autorités qui gèrent ces circonscriptions administratives sont nommées. De l'autre côté, nous allons assister à une administration territoriale décentralisée, qui seront, donc, on parlera dans ce cas-là des collectivités territoriales, qui seront gérées par des élus, des élus. Donc, comme l'a dit M. Wala, nous avons compris que l'État, il faut mettre la différence entre la décentralisation et le fédéralisme. Nous allons, par exemple, comme le Nigeria, l'Allemagne, tout ça, ils sont des États fédéraux. Donc, ici, nous parlons de la décentralisation, ça veut dire qu'il y a l'État unitaire. Donc, nous avons un chef d'État qui est élu par la population et qui met en place une équipe technique que nous appelons gouvernement. Et donc, c'est ce gouvernement-là qui se charge d'offrir des services à la population, donc selon les différents secteurs. Et donc, tous les programmes de l'État sont mis en œuvre par ces ministères.
Donc ces ministères, pour se rapprocher de la population, ont créé des structures déconcentrées dans les régions, dans les préfectures, pour être proche de la population. Ce à quoi nous assistons maintenant. Mais on a remarqué que ces structures déconcentrées de l'État n'arrivent pas à offrir efficacement des solutions aux besoins de la population. Et donc, l'État a pensé responsabiliser les citoyens eux-mêmes à travers ce nouveau système que nous appelons décentralisation. Donc, l'État dit, mais autrefois, c'est une chose que je faisais pour vous, qui n'avançait pas vraiment. Je vais confier ça aux collectivités territoriales. Et désormais, ces collectivités qui seront gérées par vos représentants, vos porte-parole, pourront mieux vous comprendre, pourront mieux mener les actions pour que vous puissiez avoir satisfaction. Et donc, fondamentalement, nous disons pas, c'est un transfert de compétences, puisque c'est l'État qui fait la décentralisation. Et donc, c'est l'État qui va gérer, qui va contrôler tout ce qui va se faire au niveau des collectivités territoriales, sans bien sûr, leur donner des ordres en tant que tel. Donc, dans le nouveau système, qui est l'administration territoriale déconcentrée, le système de gestion, c'est quoi? On donne des ordres, on donne des moyens, et puis on met en œuvre les actions. Les structures déconcentrées de l'État qui mènent les actions sur le terrain travaillent sous l'autorité du pouvoir central. Ce qui fait que la population ne peut pas parfois émettre certaines idées. Donc, vous ne pouvez pas juger ces structures déconcentrées. Alors que désormais, l'État donne la possibilité aux citoyens d'avoir leurs représentants à travers les élections locales. Donc, ces élus locaux que nous aurons, c'est eux qui seront les porte-parole de la communauté. Donc, ce sont les autorités locales. Désormais, à qui l'État va confier certains pouvoirs. Donc, c'est eux qui vont prendre des décisions concernant la vie de leur collectivité, bien entendu, dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Il y a certains domaines que l'État va conserver. L'État ne va pas tout confier aux collectivités territoriales. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, il faudrait que les citoyens comprennent mieux cela. Mais on parlera bien sûr des enjeux. Comme vous l'avez dit, si l'État, sur papier, décide de conférer, en fait, de transférer les compétences, et qu'après, on va aux élections locales, on choisit les représentants, les porte-parole de la communauté, les élus locaux, et que ces élus n'ont pas les moyens, ils ne pourront pas vraiment travailler. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux liés à ce processus-là. On va y revenir. Voilà. Mais dans votre définition des concepts, ça me pose un problème. Parce que si c'est le gouvernement qui délègue une partie de ses tâches à des collectivités locales, alors que nous savons que les collectivités locales sont issues des élections, si le pouvoir central appartient à un parti X, alors qu'au niveau local, c'est un parti Y qui gagne les élections, est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre pour gouverner? Bien sûr, justement, ça c'est un enjeu lié aux élections locales. Les élus locaux, peut-être les candidats aux prochaines élections locales, ils seront issus des partis politiques, mais après leur élection, ils ne travailleront pas pour le compte de leur parti, ils travailleront pour le compte de leur population. Donc, c'est ça aussi, c'est un enjeu. Il faudrait que les candidats, les élus comprennent que quand ils vont se retrouver au niveau du conseil, peut-être local, c'est-à-dire que conseil municipal, et ils ne vont pas parler des programmes de leur parti politique, ils vont parler des besoins de leur communauté. Et donc, je crois que c'est là aussi que nous allons promouvoir la démocratie à la base. Et ça va même permettre d'éviter certains conflits politiques que nous avons maintenant. Quand on se retrouve au niveau du conseil, on ne parlera que des besoins de nos populations, on ne parlera que de ce qu'on doit faire pour aider nos populations. Est-ce que c'est possible? Parce que dans les démocraties, on va dire, évoluées, il y a des empreintes des partis politiques sur la gestion des collectivités locales. Je suis d'accord avec vous. Les mairies gagnées par le Front National, par exemple, en France, ont des connotations extrémistes. Justement, c'est là aussi l'important des élections locales, en fait, de la décentralisation. Les collectivités territoriales ne seront plus gérées dans une certaine mesure par un seul parti politique. Si vraiment les partis de l'opposition sont vraiment implantés sur le plan national, je crois que dans chaque conseil local, on doit avoir normalement des représentants des autres partis politiques. Donc, je crois que ça permet aussi à ces élus-là de mener un débat objectif, des débats objectifs pour ne pas forcément mener des actions dans l'intérêt forcément de leur parti, bien entendu. Et ils ont aussi intérêt à préparer leur carrière politique, bien sûr, mais ils doivent plutôt s'entendre sur ce qui est bien pour la population. Voilà. Ouais, je vais revenir à M. Gnassingbé tout à l'heure, mais professeur, voilà, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'éloigner les partis politiques de cette affaire-là? Pas du tout. Vous savez, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'une question éminemment politique. Nous parlons de la gestion des cités. Nous parlons de la gestion des entités décentralisées, des collectivités locales. Donc il s'agit de la politique, qui est l'art de gérer la cité. Donc il sera difficile d'écarter les politiques de la décentralisation. Mais ce que vous venez de dire tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir, c'est: est-ce que le gouvernement pourra s'entendre avec, par exemple, des autorités communales élues qui sont d'un autre parti?
on n'a pas besoin de dire qu'ils doivent s'entendre parce qu'ils ont des pouvoirs différents. L'État garde certaines compétences régaliennes sur les collectivités. L'État, la loi prévoit que l'État puisse contrôler l'action des collectivités locales. Il y a des mécanismes qui permettent de voir est-ce que les autorités communales gèrent le pays conformément aux lois de la République. Et donc, il n'y aura pas certainement de conflit. Ce qui est encore très bien pour les partis, c'est qu'on verra comment est-ce que les partis gèrent les collectivités. Je donne un exemple. Imaginez qu'un parti gagne une commune et que les communes environnantes sont gagnées par le parti qui a le pouvoir. Et que pendant 3 ans, 5 ans, on se rend compte que la commune gérée par un parti de l'opposition, je prends un exemple comme ça, se développe mieux que les communes dont le parti au pouvoir avait gagné les élections. Aux prochaines élections locales, il y aura un effet, il y aura un changement. Donc c'est pour cela que la décentralisation favorise véritablement un jeu démocratique à la base et éveille davantage... Mais est-ce que l'État va jouer franc jeu jusqu'au bout? Parce que nous voyons certains exemples dans certains pays, comme le Bénin par exemple, où le maire de Cotonou ne connaît pas le fond de l'affaire, mais a été débarqué par le pouvoir central. La même chose s'est reproduite au Tchad, au Sénégal dans une certaine mesure. Si nous avons des États vicieux, est-ce que ça ne va pas vicier, si vous le voulez, vous parlez, le processus de décentralisation? Vous parlez des États plus ou moins où le vice est prononcé, le vice de conservatisme ou de monopole est prononcé. Mais ce qui est important, c'est de tenir compte de l'application de tous les mécanismes qui permettent cette cohabitation entre les autorités locales élues et l'autorité centrale. Et Pascal le disait tout à l'heure, il n'y a pas de succès de décentralisation sans une bonne déconcentration. Parce qu'il y a toujours une certaine complémentarité entre ces deux types de gestion des entités territoriales. Alors, revenons maintenant au processus de décentralisation enclenché au Togo, Kaneka, depuis quelques années. La question à vous, Jean Gnassingbé, quelle appréciation globale avez-vous de ce qui se passe au Togo? Est-ce que vous pensez que les citoyens sont au fait de ce processus de décentralisation? Donc le processus de décentralisation est un long processus. L'État l'a initié, l'a commencé, et on a l'impression que ça tarde à prendre place dans le pays. Ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir se concrétiser. Mais pour le moment, manque d'informations, beaucoup de citoyens ne sont pas au parfum de ce que c'est que la décentralisation. Donc c'est pourquoi les acteurs de la société civile que nous sommes obligés de faire quoi? De trouver des canaux d'information pour pouvoir apporter, nous, l'information à la population. Parce que sans l'information, si la population à la base n'a pas l'information précise pour savoir ce que c'est que la décentralisation, ça ne pourra pas marcher. Mais qui doit vulgariser l'information? De qui doit venir l'information? Justement, si nous attendons que l'État qui initie la décentralisation nous apporte tous les contours de la décentralisation, nous allons prendre beaucoup de temps. La barque va prendre de l'eau. C'est pourquoi l'ONG IJD a pris déjà l'avance de la situation et a créé son école et est en train de former maintenant des ressources humaines dans la décentralisation. Mais ça, c'est une initiative privée, une initiative particulière. Est-ce que il est légitime, je parle de l'ONG IJD, de parler de décentralisation au nom de l'État? Est-ce qu'il est outillé pour... Si nous parlons de décentralisation, certaines actions doivent déjà commencer par la base. Si nous attendons tout de l'État, nous avons dit que par le système déconcentré, les actions de l'État, les projets que définissent l'État n'arrivent pas à atteindre la population à la base. Si l'État initie la décentralisation et nous continuons à attendre toujours l'État qui va venir nous apporter tous les paramètres de la décentralisation, nous allons être en retard. C'est pourquoi, que ce soit une ONG, une société civile, toutes les actions sont bien arrivées pour pouvoir s'approprier d'abord. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vous qui avez la bonne compréhension du processus que l'État est en train de conduire, Monsieur Agbové? Voilà, on ne peut pas parler. Il faut se baser sur les instruments. Pour la décentralisation, il faut des cadres. Il faut le cadre juridique, le cadre institutionnel, le cadre fonctionnel. Et pourquoi pas le cadre opérationnel lié au cadre fonctionnel. L'État est en train de créer le cadre
juridique, c'est-à-dire il était en train de prendre des tests pour pouvoir organiser ce qui va être fait au niveau local. Donc les lois sont déjà certaines lois sont déjà votées, les décrets sont là, les arrêtés sont là. Donc ces tests déjà nous donnent le pouvoir en tant que citoyen de pouvoir parler de la décentralisation. Parce que quoi? Il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que quand les tests sont pris par les autorités compétentes, il va falloir que les citoyens qui sont concernés par la question s'approprient ces concepts-là. Le cadre institutionnel est là, et surtout le cadre opérationnel. C'est ça que nous attendons. Après les élections locales, nous irons vers l'opérationnalisation de la décentralisation. Mais en attendant, il faudrait que les citoyens soient informés. Les citoyens ne comprennent même pas encore les enjeux liés à la décentralisation, ce qui fait qu'ils ne pourront même pas faire un bon choix. Les candidats, comme vous l'avez dit, c'est que les candidats peuvent être des candidats indépendants. Dans certains pays, les partis politiques ne vont pas aux élections locales, comme le Ghana à côté ici. Alors, le Togo aussi peut le faire, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, comme les partis politiques vont aller, les citoyens aussi qui se sentent capables, qui sont concernés, qui sont intéressés par la gestion des affaires de leur collectivité, peuvent se préparer pour aller aux élections locales. Voilà. Donc, pour nous, il est important que les gens comprennent que l'État est en train de conduire un processus. L'État a beaucoup de choses à faire, mais pour que la décentralisation puisse réussir, il faudrait que chaque citoyen puisse apporter sa contribution. Et donc, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensons que l'initiative que nous avons prise rentre dans la droite ligne du gouvernement, qui est d'informer les citoyens sur ce qu'on veut faire, et pour que les citoyens comprennent les avantages et les contraintes liées à ce processus-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, IJD n'est pas en train de prendre la place de l'État, mais IJD est en train de travailler pour accompagner les efforts du gouvernement. Vous savez que ça, c'est le rôle de la société civile. Nous devons servir de pont entre l'État et la population. Donc, nous avons les tests qui nous permettent d'aller vers la population pour leur expliquer ce que l'État veut faire. Ça, c'est un atout pour nous. Oui, mais est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de faire le boulot, on va dire, des hommes politiques? Là, je remets la casquette de l'homme politique au professeur Ouala. Est-ce qu'il ne revient pas aux organisations politiques d'aller sur le terrain, de sensibiliser sur la décentralisation? Mais là, on vous voit très peu sur ce terrain. Non, pas qu'on nous voit très peu. Nous sommes très présents sur ce terrain. Je voudrais, avant de revenir sur votre question, aborder la question de est-ce que les citoyens doivent faire le travail de l'État? Non, ce n'est pas le travail de l'État, parce que l'État, si on veut peut-être s'en remettre à lui, il va garder ses prérogatives. Mais alors que la loi dit qu'il y a des pouvoirs, il y a des compétences qu'il faut transférer aux citoyens au niveau local, de telle sorte que les questions de développement au niveau local, la question de l'eau dans les savanes, quand vous regardez, il n'y a pas de forage, on parle du président. Vous venez chez nous à Agoué, dès qu'il pleut, vous ne pouvez pas passer. Tout le monde pense que c'est l'État qui viendra jusque dans sa cour pour pouvoir aménager la voie pour que lui puisse passer. Vous avez des questions comme ça qui interpellent les citoyens. Et les citoyens doivent s'organiser pour faire en sorte que la décentralisation soit une réalité. Pourquoi nous traînons jusqu'à ce jour? C'est parce que pour l'État, il y a d'autres priorités où il y a un problème de volonté quelque part, je ne saurais le dire, mais ce qui est évident, c'est que si tous les citoyens sont éveillés, sensibilisés et mobilisés pour que la décentralisation soit effective, elle le sera. Elle le sera, et les citoyens doivent savoir qu'ils ont plus à y gagner, parce qu'ils auront la liberté de mieux s'organiser au niveau local pour continuer par agir en termes de développement. Je dirais même que les populations, elles sont beaucoup plus outillées que nous ne le croyons. Tout simplement comparer ce qui se passe quand il faut élire un chef de village, là où il y a élection, ou qu'il faut élire un président de CVD. Et vous allez voir le président du comité villageois ou comité cantonal de développement. Vous allez voir qu'il y a véritablement, les gens ils comprennent les enjeux. C'est vrai, ils comprennent les enjeux de développement, mais en même temps les enjeux politiques. Et vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne nous entend pas, nous les hommes politiques, suffisamment sur la question. Je peux dire que... Vous êtes simplement intéressé par le fauteuil présidentiel? Non, pas du tout, pas du tout. Il fut un moment où, je parle par rapport à mon parti ADI, où nous avons organisé des conférences, animé des conférences sur les questions de la décentralisation. C'est vrai que ça ne se fait pas tous les jours. Il y a eu même des manifestations pour revendiquer la tenue des élections locales, parce que nous sommes plus ou moins, le Togo est plus ou moins le parent pauvre au sein de l'assiette d'IAO. Quand on parle de décentralisation, c'est une aberration que ce soit juste un îlot, un petit pays, qui a entamé la décentralisation avant beaucoup de pays. C'est chez nous que le Burkina est venu copier
la première loi en 1998, je crois, sur la décentralisation. Vous avez plein de programmes. Je peux parler du programme national de décentralisation lancé en 2004, après les 22 engagements. Et toutes ces questions de sensibilisation, d'éducation, vous avez le programme APRODECT, c'est les mêmes choses, éducation. Actuellement. Mais pourquoi ça traîne alors? Parce que vous avez soulevé la question tantôt. Oui. Mais selon vos analyses, pourquoi on en parle beaucoup, mais peu... Oui, on en parle beaucoup et peu d'actes concrets parce que les acteurs politiques, surtout, le gouvernement ne pense pas aller rapidement à la décentralisation, tout simplement parce que dès que vous allez à la décentralisation, vous ne maîtrisez pas tous les coins. Comme vous savez, en politique, les politiciens aiment toujours contrôler toute l'entité géographique. Et donc, les gens, je pense, ont une certaine peur de perdre certains privilèges en termes de contrôle politique du territoire national. Et là, ils font tous les calculs pour voir est-ce que suffisamment ils ont la chance de pouvoir continuer par garder leurs prérogatives. Oui, ça c'est l'analyse de l'homme politique. On va voir ce que la société civile pense. Pascal Lagové, pourquoi selon vous on ne va pas au galop au processus de décentralisation? Non. Oui, je peux dire que si le processus traîne, c'est l'État qui traîne le processus, puisque c'est l'État qui fait la décentralisation. Si l'État veut accélérer, il peut accélérer. Alors, mais nous, en tant que... oui, nous, en tant que société civile, nous pouvons quand même souligner peut-être certaines contraintes. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas l'élection locale l'élection locale qui est nécessaire, bien sûr. Mais l'élection locale ne peut pas tout seul concourir à la réussite de la décentralisation si en amont les gens ne sont pas préparés pour choisir les bons élus, enfin pour choisir les bons porte-parole. Donc il faudrait que les citoyens comprennent que on n'ira pas aux élections pour choisir n'importe qui en tant que porte-parole de la communauté. Il faudrait que les gens comprennent qu'on va aller choisir des gens qui ont des programmes de société, les gens qui ont fait leurs preuves, les gens qui sont capables de pouvoir administrer vraiment ces collectivités territoriales. Donc pour nous, avant d'organiser les élections locales, il faudrait que les populations soient suffisamment sensibilisées pour comprendre que, au-delà des partis politiques, il faudrait que les candidats soient bien étudiés pour ne pas commettre des erreurs. Parce que quoi qu'on dise, au-delà des ressources financières, il faut des ressources humaines qualifiées pour pouvoir bien gérer ces collectivités territoriales. Oui, permettez que je ne partage pas votre point de vue parce que, vous savez, mais nos populations élisent quand même le président de la République parmi des gens. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces populations, qu'on le veuille ou non, ont un certain minimum pour pouvoir choisir des personnes. Je suis d'accord que les élections à elles seules ne font pas la décentralisation. Il y a tout un tas d'éléments à mettre en œuvre pour que la décentralisation puisse être un succès. Mais en même temps, la décentralisation s'améliore en se pratiquant. Vous allez voir que beaucoup de pays sont à leur acte 2, acte 3, acte 4 de la décentralisation, parce que chaque fois qu'ils implémentent et qu'il y a des difficultés, ça les amène à corriger les imperfections et à pouvoir améliorer le processus. Nous ne serons jamais prêts à faire un processus impeccable, dénué de tout manquement. Mais il faut véritablement s'y engager. Un analyste, un sociologue explique que ces obstacles sont liés à notre mentalité. Il dit que la tendance à la reproduction en contexte démocratique d'une partie de la culture politique des régimes autoritaires post-coloniaux, c'est ça qui a pignon sur rue. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Gnassingbé, il existe des dizaines de partis. Chaque parti se comporte comme s'il était un parti unique. C'est ça qui bloque la décentralisation selon cette analyse. Ça, c'est vrai, parce que les partis politiques... vous pensez que c'est vrai? Directement, c'est vrai, parce que les partis politiques, quand on voit sur le plan, généralement, ils sont à la course du fauteuil présidentiel. Donc, ils exploitent la misère de la population pour pouvoir arriver à leur fin. Alors que pour revenir sur la décentralisation ne peut pas se faire sans certains contextes comme le pouvoir, les compétences, les moyens et les actions. Le pouvoir va être délégué aux élus par l'État, par des élections qui vont être organisées. Est-ce qu'actuellement nous avons les compétences? Est-ce que nous avons les compétences pour pouvoir bien gérer les collectivités territoriales, les communes? Est-ce que nous avons ces compétences? Mais si nous avons des compétences pour gérer le pouvoir au niveau national, est-ce que ça va poser problème au niveau territorial? Bon, les compétences, on en a besoin.
pour pouvoir bien réussir la décentralisation. Donc après, nous avons les moyens. L'État va mettre certains moyens à la disposition des collectivités territoriales, mais ce serait insuffisant. Est-ce que les élus locaux auront la manière de gérer, de bien gérer, pour pouvoir engranger des ressources à leur niveau pour le développement des collectivités territoriales? Ça, il ne faut pas perdre de vue tous ces paramètres. Donc, sur le plan, quand on part du plan politique, les politiques, on les connaît, tout le monde réclame, c'est vrai, mais est-ce qu'ils définissent les politiques adéquates pour pouvoir arriver au développement des collectivités à la base? Mais professeur, voilà, il existe des dizaines de partis, chaque parti se comporte comme s'il était un parti unique. Je ne saurais le dire parce que ce n'est pas le cas de mon parti. Mais je sais que pour tout parti, l'ambition, c'est de conquérir et exercer le pouvoir d'État. Mais pas en faisant disparaître les autres. Mais pas en faisant disparaître les autres. Ça, je suis d'accord. Surtout que quand on choisit un système multipartite comme notre situation. Mais ce que je voudrais relever, vous savez, nous avons un problème de formation de ressources humaines. Et ce n'est pas un cas particulier du Togo. Si vous regardez aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de multiplier les séances de formation, d'échange sur le capital humain. Parce que de plus en plus, on se rend compte de la richesse que constitue, ou l'importance que constitue ce facteur dans le processus de développement. Oui, mais donc, ça pose un problème. Pourquoi nos universités sont en surpopulation et vous nous dites que nous manquons de ressources humaines? Oui, c'est pas forcément que les personnes formées sont aptes à répondre ou à travailler sur certaines tâches qu'on leur demande. Donc pour vous formez mal en tant que on ne forme pas mal, mais on ne fait pas aussi de façon très très bien. Nous l'avons reconnu. Si. Je voulais revenir sur ça. Nous l'avons toujours dit dans un diagnostic récent, parce que en plus de ma casquette politique et citoyenne, je gère la planification de l'université de Lomé, et nous avons lancé un processus de refonte des curricula. Parce qu'après analyse de tout ce que nous avons comme offre de formation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup à améliorer en essayant de voir comment rendre nos formations beaucoup plus pratiques. Ça veut dire que vous formez dans des domaines qui ne servent pas à grand-chose. Voilà. Et il y a des domaines dans lesquels qui cherchent... Et ça, ce n'est pas la faute seulement de l'université. C'est de ça que nous parlons ici. Quels sont les besoins en termes de métier de l'État? C'est ça. Quels sont les besoins en termes de ressources humaines? Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que même sur la question de décentralisation, depuis un certain moment, des formations ou des institutions de formation commencent par mettre en place des curricula allant dans ce sens-là. Donc, pour préparer des compétences qui puissent répondre à ces besoins que nous soulevons par rapport à la décentralisation. Maintenant, pour revenir sur le cas des politiques, les politiques, effectivement, chez nous, on a l'impression qu'elles s'intéressent beaucoup plus au fauteuil présidentiel qu'aux questions des collectivités. Alors que nous nous battons au niveau du fauteuil présidentiel parce que nous disons que le citoyen se laisse voler son vote, le citoyen se fait acheter pour pouvoir voter, etc., etc. Or, c'est la décentralisation qui va permettre de faire quoi? De nourrir davantage la réflexion et le mental du citoyen à la base. Donc, il est fondamentalement important que tout puisse aller de façon concomitante. C'est-à-dire que pendant que nous préparons les ressources humaines, il faut aussi faire avancer le processus parce que nous avons suffisamment traîné. Pascal Agouvé, concrètement, dans la nouvelle loi votée déjà au Togo sur la décentralisation, quelles fonctions étatiques seront assurées par les nouvelles collectivités locales et comment? Est-ce que c'est clair, c'est bien défini? Oui, comme je le disais, les domaines de compétences, il y aura des domaines de compétences, l'État, il y aura des compétences transférées, des compétences partagées et des compétences, je ne sais pas, propres à ces collectivités-là. Ça veut dire que les collectivités ont certains rôles à jouer, normalement, même que l'État n'a pas besoin d'intervenir. Il y a certains rôles de l'État qui seront partagés.
Il y a d'autres que l'État va confier totalement, qui sont du ressort de l'État, mais qui seront confiés totalement aux collectivités. Est-ce qu'on peut avoir des exemples précis? Donc, de manière spécifique, par exemple, les questions de l'emploi, pauvreté, environnement, infrastructure, tout ça seront confiés aux collectivités territoriales. Et santé, éducation, tout ça seront confiés aux collectivités territoriales. Mais l'État va conserver certains domaines, par exemple la sécurité, la diplomatie, l'économie, la justice, la télécommunication, les mines, par exemple. Donc, l'État va conserver certains domaines. Donc, les domaines qui seront confiés aux collectivités territoriales sont issus des domaines économiques, sociaux et culturels. Voilà. Donc, l'article 8 de la loi de 2007 dit que les collectivités territoriales auront pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement de leur ressort territorial et plus spécifiquement dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Donc voilà un peu ce que l'État veut confier aux collectivités territoriales qui jouissent d'une autonomie et d'une personnalité morale. Oui, mais quand on parle de décentralisation, immanquablement on fait survenir 4 termes pièges, on va les appeler pièges: population, État, société civile, chef traditionnel. Comment faire en sorte que tout ce monde travaille en harmonie quand on voit en filigrane les conflits que cela suppose? Non, oui, je crois qu'il faut se référer aux instruments. Hein. Chaque acteur aura ce domaine de compétences et des pouvoirs spécifiques. C'est-à-dire que le rôle des chefs traditionnels, ces rôles sont bien définis par la loi, le décret aussi. Donc, il y a les tests liés à ça. Les élus locaux aussi auront leur domaine de compétences. Et l'État, les relations qui vont lier les collectivités territoriales aux structures étatiques, je crois que les instruments, les tests aussi sont clairs. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut former les citoyens pour que les gens comprennent, pour éviter l'amalgame dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Est-ce que les tests suffisent pour régler ce problème? Les textes devaient suffire si tout le monde avait la même culture politique. Vous savez, ça aussi, ça compte beaucoup. Vous avez les lois, les dispositions de la loi qui sont là et qui doivent être appliquées par des citoyens, les hommes, voilà. Des hommes. Et vous connaissez la complexité de l'homme, surtout quand il y a des intérêts qui sont en jeu. Pour dire que normalement, la législation permet à chaque acteur ou à chaque, que ce soit les chefs traditionnels, le citoyen, les élus locaux ou l'État, de pouvoir savoir quel est son rôle et dans quelle limite il peut exercer ses prérogatives. Et donc, comme vous le dites, effectivement, il y aura un certain nombre d'éléments qui sera transférés. Pascal a parlé des sujets d'intérêt environnemental, social et économique. Si nous prenons par exemple sur le plan social, les écoles, il y a au niveau des communes, on parle par exemple des écoles primaires qui seront gérées par les élus locaux au niveau de la commune. Mais quand on monte au niveau de la préfecture, ça peut être les collèges. Quand on va au niveau de la région, c'est peut-être les lycées. Si je prends la question au niveau environnemental, vous allez voir qu'au niveau communal, on peut gérer les forêts locales, les forêts communautaires, les forêts sacrées. Mais quand on vient au niveau de la région ou au niveau de l'État, vous avez les parcs nationaux qu'on ne peut pas transférer, par exemple, à des collectivités. Parce que là, il y a toujours le rôle régalien de l'État. Donc, dans tous ces domaines-là, c'est pas tous les domaines qui vont être transférés comme domaine de compétences, mais il y a certains éléments qui pourront être transférés et d'autres non. Oui. Oui, dans ce domaine, comme on le dit, il y a le transfert de compétences aux élus locaux. Et vous parlez de toutes ces entités de la société civile qui vont avoir à jouir de la décentralisation. Si tout le monde se dit pour objectif le développement de sa collectivité, de sa population, je ne pense pas qu'il va y avoir problème. Il n'y aura pas de problème. Parce que tout le monde œuvre pour l'épanouissement, le développement, surtout le développement de la communauté, la population. Je pense que là, ça marche toujours. Puisque la loi a déjà délimité les limites de chaque entité. Oui. Il faut, nous parlons du développement local. Et il ne peut pas avoir développement sans changement.
Alors, il ne peut pas avoir de développement sans changement. Parce que si nous avons l'habitude de faire les mêmes choses, nous n'aurons que les mêmes résultats. Donc, si nous voulons faire le développement, il faut quand même provoquer le changement. Et donc, le vrai changement dont il est question, d'abord, c'est le changement mental. Il faudrait que les citoyens comprennent que nous rentrons dans une nouvelle dynamique de booster le développement de nos communautés. Donc, il faut faire taire certains conflits, certains intérêts individuels. Donc, si nous avons cette vision de promouvoir ou bien d'agir dans le sens de promouvoir l'intérêt collectif, alors je crois que les choses seront beaucoup plus aisées. Comme nous le disons, il faut un bon cadre juridique, mais les tests seuls ne suffisent pas si les hommes ne sont pas disposés à agir conformément à ces tests-là et à privilégier l'intérêt de la communauté. Et le changement des mentalités, ce n'est pas au niveau des citoyens seulement, c'est d'abord au niveau des dirigeants. Les dirigeants aussi sont des citoyens. Non, monsieur, oui, bien sûr. Je veux parler, c'est une catégorie de citoyens. Oui, voilà. Et nous savons que nous avons parfois